Donc la parole est au prochain intervenant, Madame Docteur Armand, non, Docteur Isabelle Cuvelier, sur un sujet sur le vieillissement et l'homéostasie du glucose. Bonsoir à tous. Je vais quand même prendre 3 minutes pour remercier tous les organisateurs de ce congrès de la Guadeloupe auquel le laboratoire CERBA participe depuis de nombreuses années et auquel j'ai la joie d'avoir participé il y a 2 ans et de revenir cette année. Malheureusement, j'ai fait de gros jaloux au sein de mon entreprise, mais moi, j'en suis très, très heureuse. Donc, je vais vous présenter quelques mots sur le diabète de la personne âgée. Et je pense que je vais me retrouver un petit peu avec Luc sur les problèmes de la dénutrition. Alors, le diabète du sujet âgé, les gens se sont penchés, enfin les pathologistes, les gériatres se sont penchés sur le diabète du sujet âgé comme tout le monde se penche depuis de nombreuses années sur le diabète. Alors l'épidémiologie a été faite en particulier par ce qu'on appelle l'étude Entraide. On va voir par qui elle était organisée, tous les organismes sociaux français, et basée sur des relevés de 2007 du régime général d'assurance maladie. Les conclusions sont assez récentes puisque, bon, de 2007, on est arrivé à avoir des conclusions en 2011. On a également, comme pour tout ce qui est diabète, l'Alphédiam qui s'est penché sur le diabète. L'Alphédiam, c'est la principale organisation des diabétologues français. Et souvent, c'est eux qui prennent l'initiative dans le domaine du diabète, car l'HAS a quelques métros de retard dans ce domaine. Ils avaient déjà fait des rapports sur la gynécologie et le test de O'Sullivan. Et là, ils ont sorti un rapport sur le diabète du sujet âgé et comment le traiter. Et puis, une étude PACID qui dépend également de la Sécurité sociale et qui date également de 2011. Donc, l'Entraide, qui est la principale étude française, puisqu'elle était organisée par nos organismes sociaux, l'HAS, l'assurance maladie, enfin vous les voyez tous, et donc elle représente un échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques, d'où son nom de Entraide. Alors les conclusions sont les suivantes. L'augmentation de la prévalence du diabète augmente en France. Ça, c'est la nouvelle que je vous apporte aujourd'hui. Tout le monde le sait depuis de nombreuses années. Elle augmente dans toutes les tranches d'âge. On ne va pas épiloguer. Chez la personne âgée, par contre, en France, elle a nettement augmenté depuis une quinzaine d'années. Et plus de 10% des patients de plus de 65 ans sont diabétiques. Alors pourquoi ? Bien sûr, parce qu'il y a une augmentation générale de la durée de vie qui entraîne une augmentation de l'apparition des diabètes de type 2. Dans le temps, on l'appelait le diabète gras ou le diabète des vieux. Et ce diabète représente 90% des sujets âgés. Mais il y a également une augmentation de la durée de vie des patients ayant un diabète de type 2 jeunes, qui vivent beaucoup plus longtemps. Et puis, une augmentation de la durée de vie des patients diabétiques de type 1, qui représentent maintenant 10% des sujets âgés. Alors que vous savez que le diabète de type 1, quand il se déclenche dans l'enfance, a une comorbidité très importante. Et d'habitude, jusqu'ici, ces patients étaient moins bien traités qu'ils ne le sont maintenant. Donc voilà un extrait du BEH de l'étude Entraide, sortie dans le BEH de novembre 2008. Vous voyez que la prévalence du diabète, bien sûr de type 2, c'est-à-dire non insulinodépendant, est maintenant située entre 75 et 79 ans, avec 13% des femmes et 18% des hommes. Cela est vraiment un gros décalage. C'est un gros décalage par rapport à ce que l'on appelle le sujet âgé. Alors, le sujet âgé, c'est quoi ? L'OMS est toujours resté sur sa définition de 65 ans. Alors, comme disent les auteurs quand ils publient, le sujet âgé, ça dépend de l'âge de celui qui présente le sujet. Donc, moi, je vais vous dire tout de suite que 65 ans, je ne suis plus d'accord.
Les gériatres, eux, ont défini effectivement un âge de 65 ans pour des sujets qui présentent des polypathologies. Mais maintenant, on parle de sujets âgés à partir de 75 ans dans la définition médicale du sujet en bonne santé, vieillissant normalement et sans polypathologie variée. Alors, c'est une population particulière, la population diabétique âgée. Je parle bien de la population diabétique âgée, mais diabétique. Elle a des polypathologies. Soit c'est un vieux diabète qui traîne, elle a déjà une insuffisance rénale ou une insuffisance cardiaque, même à bas bruit, même bien sûr si elle n'est pas en insuffisance rénale terminale. Elle a souvent eu une polymédication dans sa vie, comme souvent les personnes âgées, qui présentent de très nombreuses interférences. On verra que la principale sont les corticoïdes. La personne âgée, elle a des habitudes alimentaires qui ne sont plus les habitudes alimentaires des personnes jeunes ou des personnes de 40 ans. Elles mangent moins de viande. Et on sait tous, je le rappellerai plus tard dans le traitement, qu'elles mangent beaucoup plus de sucre. Donc, ce n'est pas les mêmes habitudes alimentaires qu'une population classique. Et puis, elles ont une activité physique réduite, quelles que soient leurs conditions de vie en institution, en famille. C'est rare, à 80 ans, de faire un jogging, sauf, j'ai vu l'autre jour quelqu'un qui avait fait une compétition de vélo à 85 ans, époustouflante, dont je ne me rappelle plus, mais c'était du vélo. Mais il avait 85 ans. Il avait 100 ans. Oui, donc voilà, je suis même dépassée, là, oui. Bon, enfin, il a été cité à la radio, donc... Alors, le patient âgé, je rejoins ce qui a été donné dans la définition par notre gériatre présidente de la session, entre dans ce qu'on appelle un concept de fragilité. Alors, le patient diabétique est doublement fragilisé parce que le patient diabétique lui-même, il est fragilisé. S'il est diabétique depuis longtemps, il a de nombreuses complications. Il peut avoir des troubles, le pied diabétique, des troubles oculaires. Enfin bon, toutes les complications que l'on connaît du diabète de type 2. Et le sujet âgé, lui, est fragilisé. Alors, de façon variable, puisqu'on peut trouver des octogénaires autonomes et en très bonne forme, et puis des patients de 70 ans, donc n'entrant pas encore dans la notion de gériatrie pour les gériatres, et qui sont totalement dépendants pour des causes, soit dépendants physiquement, d'handicap physique, ou bien sûr maintenant avec les maladies d'Alzheimer et les démences qui commencent à peu près autour de 70 ans. En plus, le sujet âgé est fragilisé selon son mode de vie. Soit il a une vie familiale, soit il vit en institution. Et bon, la prise en charge n'est pas tout à fait la même, l'entourage n'est pas le même, et le côté affectif n'est pas le même. Donc, dès qu'on parle de sujets âgés, que l'on est obligé de faire un diagnostic d'une pathologie, là je parle du diabète, mais je pense que c'est pour toutes les pathologies d'un sujet âgé, les critères de fragilité seront toujours dépistés au cours d'une évaluation gériatrique qui est tout à fait standardisée. Elles peuvent s'appliquer à toute pathologie. Alors, les principales causes du diabète chez le sujet âgé, donc on a vu une majorité d'anciens diabètes de type 2, donc des patients qui sont déjà un petit peu handicapés, j'allais dire, fragilisés. Des nouveaux cas de diabète de type 2 dus à l'âge. J'ai signalé en bas de la diapositive l'insuffisance pancréatique. Bon, les organes sont fatigués, le pancréas sécrète moins. Et il y a souvent... une espèce de fatigabilité et donc une augmentation, une insulinorésistance qui chute. C'est-à-dire que l'insulinorésistance, elle arrive au bout, et là, le pancréas fatigué, il ne sécrète plus d'insuline. Donc les diabètes secondaires, les corticothérapies en particulier, et puis ce que j'ai appelé les maladies de surcharge, les alimentations déséquilibrées et le manque d'exercice physique. Alors on retrouve là la typologie du diabète par classe d'âge. Donc, vous voyez, en dessous de 45 ans, on trouve bien sûr toujours le diabète de type 1 qui est prévalent, mais on voit apparaître déjà un peu de diabète de type 2.
37%. Et puis de 45 à 54 ans, en France, c'est la France, hein, c'est une étude française de l'entraide, donc 78% de cas de diabète de type 2 et déjà plus beaucoup de cas de diabète de type 1. Les diabètes de type 1 ne vont pas jusqu'à un âge quand même très très avancé, puisqu'ils ne vont que jusque 75 ans dans les dernières statistiques. Avant, c'était d'ailleurs 60 ans. Ensuite, on a les diabètes de type 2 insulinés. Donc, on verra que ce sont les patients dont le pancréas a vraiment... La résistance à l'insuline est complètement abaissée. Le pancréas a lâché, il a rendu son dernier mot d'insuline et on est obligé de passer ces patients à l'insuline. Tous les diabètes de type 2 se terminent par un passage à l'insuline, en dehors, bien sûr, de complications beaucoup plus graves dans leur parcours. Et vous voyez que chez les patients plus âgés, plus ils seront âgés, plus on va passer au diabète de type 2 insuliné, mais on verra tout à l'heure pourquoi. Il n'y a pas que l'âge, que le type de diabète et la faiblesse du pancréas qui rentrent en cause. Alors, le diagnostic du diabète chez une personne âgée qui n'en a pas, qui n'est pas connu, est très difficile, sauf quand on lui fait son petit bilan de routine, parce que bon, on suit quand même ces personnes un peu plus que les autres au niveau de leur biologie. Pourquoi ? Parce que les symptômes sont très trompeurs. Une asthénie persistante dans le diabète de type 1, les personnes âgées, ils sont asthéniques, 75 ans, on se dit, ben oui, ils sont fatigués. Un amaigrissement, on a vu tout à l'heure, phénomène de dénutrition, frigo, petite dépression, etc. Une incontinence urinaire. La personne déjà ne nous le dit pas si elle a toute sa tête. Si elle commence à perdre un peu la tête, on se dit bah oui, ça va avec. Les troubles de la conscience, les troubles de la vision, tout le monde sait qu'au-delà d'un certain âge, on a tous des lunettes et encore avec, on ne voit pas très bien. Malheureusement, souvent, le coma est inaugural. Alors un coma acidocétosique, lorsque c'est un diabète de type 1, c'est-à-dire que le pancréas, il n'y a plus d'insuline, ou, et c'est assez fréquent chez la personne âgée, enfin assez fréquent, non, c'est pas fréquent, mais le coma le plus fréquent qui va révéler un diabète chez la personne âgée, c'est un coma de type osmolaire, c'est-à-dire un coma du diabète de type 2, où il y a encore de l'insuline et pas du diabète de type 1. Donc c'est un peu grave parce que c'est la seule façon, parfois, que se révèlent ces diabètes. Alors que le diagnostic, en fait, c'est le même que pour la population générale, quel que soit l'âge du patient. Simple rappel, une glycémie supérieure à 1,26 g par litre à jeun effectuée à 2 reprises ou une glycémie supérieure à 2 g à n'importe quel moment de la journée, toujours bien sûr effectuée à 2 reprises. Le labo peut parfois se tromper. Donc le diagnostic, bon, c'est vrai que ces patients qui sont âgés ont souvent un bilan régulier qui comprend une glycémie, un cholestérol pour voir leurs troubles. Donc en fait, ça va permettre d'éviter d'aller jusqu'au coma. Le gros danger chez un patient âgé, c'est l'hypoglycémie. Hypoglycémie qui peut bien sûr entraîner un coma et un infarctus. Et donc, lorsque l'on va traiter ces patients diabétiques qui sont des patients âgés, soit modifier leur traitement de diabète, soit mettre en route un nouveau traitement du diabète, il faut savoir que plus l'objectif glycémique va être strict, plus le traitement va être dur et plus le risque d'hypoglycémie sera grand. Or, un diabétique de type 1 qui est jeune résiste aux hypoglycémies. Un patient âgé ne résiste pas aux hypoglycémies. Il entre plus rapidement dans le coma. Donc, premier risque lorsque l'on met en route ce traitement, avoir des objectifs trop stricts, et puis aussi les risques de la dénutrition par restriction alimentaire imposée par le patient lui-même parce qu'il n'a pas faim, et puis les interdits alimentaires qu'on se donne aux personnes âgées, pas trop de cholestérol, pas de sucre, ça donne de l'athérosclérose, etc. Il faut éviter les interdits.
Et je pense, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'appétence importante du sujet âgé pour le sucre. Il faut surtout penser aux objectifs de la prise en charge d'un diabète chez une personne âgée. La prévention des complications chez un patient autonome et sans comorbidité notable, c'est clair, on le prend en charge comme un patient tout à fait classique, puisqu'il est tout à fait classique, il est autonome, on ne lui connaît pas d'autres pathologies, c'est un diabétique, qu'il ait 75 ans, qu'il ait 40 ans, c'est la même chose. Mais chez le sujet fragilisé, on va privilégier d'abord la prévention de l'évolution vers la dépendance. C'est-à-dire qu'un sujet qui est fragile, qui a déjà plusieurs pathologies, on va essayer qu'il ne devienne pas diabétique avec des complications comme un pied diabétique, un handicap, plutôt que chez le patient qui est lui déjà dépendant, les objectifs, mais il n'y a plus trop d'objectifs d'hypoglycémie, de régulation de la glycémie, donc c'est l'amélioration de sa qualité de vie et la prise en charge symptomatique uniquement pour qu'il soit bien et qu'éventuellement il puisse terminer sa vie au mieux, même s'il ne mange, je pense à ma mère qui est légèrement diabétique, ne mange plus que du Nutella depuis qu'elle a une maladie d'Alzheimer et que donc elle n'a plus d'appétence pour autre chose. Bon ben voilà, on la laissera manger son Nutella, ses gâteaux. Voilà. Donc la prise en charge n'est pas du tout la même lorsque vous avez ce type de patient. L'objectif spécifique de la personne âgée, toute hyperglycémie supérieure à 2,50 g doit toujours être combattue car elle sera toujours à la genèse des macro-angiopathies et des altérations des fonctions cognitives, des amaigrissements et des comas. Donc là, il n'y a pas de problème. Une hyperglycémie supérieure à 2,50 g, on ne discute pas, on fait quand même un traitement. Il ne faut pas oublier que les complications des microangiopathies, une rétinopathie, ça se développe en 15 ans. Une neuropathie, ça se développe en 10 ans. Donc, il est inutile de fixer des objectifs de normoglycémie pour des patients dont l'espérance de vie est inférieure à l'apparition des complications. Je pense qu'un patient de 90 ans qui devient diabétique, on va peut-être être moins sévère qu'avec un patient de 40 ans parce que sa rétinopathie, il a peu de chances de la développer, la neuropathie non plus. Le traitement d'un diabète ancien, souvent chez un patient diabétique, évolue vers une insulinodépendance par une non-efficacité du traitement Péros, parce que tout simplement, le pancréas, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est saturé, il est fatigué. Et donc, on est obligé de mettre de l'insuline, vous l'avez vu dans le schéma présenté tout à l'heure. La deuxième, c'est la contre-indication à la médication Péros. Là, je ne suis pas médecin, mais chez les patients âgés, très souvent, les hypoglycémies oraux entraînent des diarrhées, entraînent des phénomènes digestifs et ils ont du mal à les supporter. Il peut y avoir apparition de complications d'insuffisance rénale, de plaies, de cardiopathie ou de rétinopathie plus importantes parce qu'ils ont déjà une certaine comorbidité. Donc très souvent, dans le traitement d'un diabète ancien, on va passer le sujet à l'insulinothérapie. Alors, les objectifs glycémiques, vous voyez, de l'Alphédiam et de Société française de gériatrie, séparent bien le patient âgé diabétique en bonne santé en lui donnant un objectif glycémique tout à fait identique à un sujet de 40-50 ans, entre 0,9 et 1,26 g par litre à jeun. Une glycémie entre 6,5 et 7,5, une hémoglobine glyquée, pardon. C'est un peu plus gentil que lorsque l'on est un diabétique de type 2 à 50 ans où on vous demande d'être à 6. Mais bon, par contre, chez le diabétique fragilisé, on ne va pas exiger plus qu'une glycémie entre 1,26 et 1,60 et une hémoglobine glyquée entre 7,5 et 8,5 qui est en général l'objectif d'hémoglobine glyquée donné à un diabétique de type 1 en insulinothérapie, même quand il est jeune. Donc vous voyez, les objectifs glycémiques et les objectifs d'hémoglobine glyquée sont différenciés en sujets fragiles et en sujets en bonne santé. Alors, de même, là, c'était le traitement du diabète chez un sujet âgé
qui est diabétique depuis longtemps. Là, on trouve une hyperglycémie modérée et confirmée chez un sujet âgé, donc on le classe en diabétique, il a plus de 1,26. Sujet sans handicap majeur, toujours les mêmes choses. On prend les mesures hygiéno-diététiques qu'on peut prendre, on le met sous antidiabétiques oraux. On fait en fait comme le sujet jeune, en sachant qu'il fera moins d'exercice physique que le sujet jeune, c'est à peu près évident, et qu'il faudra certainement adapter ces médicaments au fait qu'il vit soit seul, soit en institution. Donc, pour les sujets avec handicap, les complications sévères, les troubles cognitifs ou les difficultés sociales majeures, c'est l'insulinothérapie qui est le plus souvent la méthode adaptée, soit parce que cette insulinothérapie, elle est bien plus facile à faire que de donner un médicament par voie orale à un patient qui a des troubles cognitifs et qui est en démence sénile. Et donc, parce qu'elle est faite toujours soit par un membre de la famille, soit par une infirmière dans les centres spécialisés, ainsi d'ailleurs que les contrôles de glycémie, alors que les médicaments par voie orale chez ces patients sont très très difficiles à administrer puisqu'ils n'ont pas une alimentation régulière. Chez le sujet âgé, chez qui on va avoir une hyperglycémie de découverte récente, donc là, son objectif glycémique, on ne va pas prendre celui d'un sujet jeune, on va lui donner un objectif de 1,50 g à jeun et 2,50 g le soir. Souvent, quand il est mis sous insulinothérapie, une forme intermédiaire est suffisante le matin, pas besoin de faire des rapides, c'est des formes mi-longues, mi-courtes. Mais attention, si la glycémie à jeun est supérieure à 2,50 et le soir inférieure à 2, il vaut mieux que ce patient, on lui donne une petite dose d'insuline lente le soir plutôt que de majorer celle du matin, car, je l'ai dit dès le départ, le danger maximum chez le patient âgé, ce sont les hypoglycémies. Et si ces hypoglycémies apparaissent la nuit, il n'y a pas de témoin et c'est beaucoup plus important. Donc, en général, ce sont les recommandations également des gériatres et de l'Alphédiam. Voilà, pour conclure, tout ce que je peux dire, c'est que quel que soit le type de diabète du sujet âgé, donc plus de 75 ans, merci les gériatres, le risque de l'hyperglycémie, il est rare, le risque cardiovasculaire n'est pas imminent, les complications ne sont pas pour le lendemain. Par contre, les risques majeurs, ce sont les risques de l'hypoglycémie. Voilà, je vous remercie. On remercie le docteur Cuvelier. Donc, s'il y a des questions dans la salle, le diabète est quand même une maladie, je crois que c'est la maladie numéro 2 aux Antilles. Bonsoir, Friseline Velayoudon, je suis clinicienne, diabétologue. Merci pour cet excellent exposé qui fait un rappel de l'étude Entraide et puis des dernières recommandations de la prise en charge des personnes âgées. Alors juste, je voudrais préciser, donc, localement ici en Guadeloupe, on a l'impression qu'il y a vraiment deux types de diabète chez la personne âgée. Donc je pense que Léla pourra peut-être confirmer son expérience. On a les diabétiques de type 2 âgés qui ont une grosse insulinorésistance. Et donc on a beau initialement initier une insulinothérapie avec de grosses doses, on a vraiment du mal à les équilibrer. Et ce sont des patients qui ont une insulinorésistance qui est surtout musculaire, avec une production hépatique du glucose qui est moins prédominante que chez le sujet jeune. Et donc, chez ces personnes âgées, on est, quand ils ont bien vieilli, comme vous le dites bien, on est enclin à introduire des antidiabétiques oraux avec prudence, et c'est vrai que ça marche. Et donc, il faut un suivi peut-être plus rapproché, parce qu'il y a effectivement les effets secondaires du traitement. Et on a le patient de type 2 qui, malgré son obésité, peut présenter une insulinopénie relative, voire une vraie carence en insuline.
Et on a plus fréquemment des décompensations cétosiques et des vraies acidocétoses ici que des hyperosmolarités avec coma, comme vous avez dit. Alors peut-être parce que ces personnes présentent aussi des phases de déshydratation sous ce climat qu'on a ici, qui sont plus importantes. Mais par expérience, on a souvent des cétoses et des cétoacidoses, et plus souvent ces situations que des vrais comas hyperosmolaires. Voilà, c'était juste préciser un petit peu l'expérience locale. Alors c'est vrai que je suis purement biologiste, donc je vous remercie de donner un effet clinique, puisque moi c'est une synthèse des recommandations des chiffres. Par contre, c'est vrai que le sujet âgé, j'en ai autour de moi par mes amis, donc en bonne santé, pas comme c'est le cas dans ma famille, qui sont un peu obèses, qui ont un diabète de type 2, qui n'étaient pas très connus, ils sont un peu replets, etc., et qui atteignent 80-85 ans. Là, ils tombent en acidocétose parce qu'en fait, le pancréas, il dit, ça y est, moi j'ai fini, quoi. Je ne suis plus efficace. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait un diabète et une insulinorésistance et que pendant un certain temps, il a pompé, il a donné son maximum, et ça fatigue quand même plus vite que chez un sujet non diabétique. Mais j'ai des collègues autour de moi ou des amis dont les parents débutent un diabète à 82 ans. Elle me dit, mon père est devenu diabétique. Oui, je crois que là, le pancréas, il a fini son rôle et on passe à l'insulinothérapie directe avec un diagnostic avec des glycémies qui sont des glycémies à 5 grammes le jour du diagnostic. Donc bien en acidocétose, oui, ça c'est clair. Alors, il faut se méfier, et c'est là où parfois on a une bonne collaboration avec vous, biologistes. Ce sont ces patients âgés, justement, chez qui on diagnostique un diabète récent, et ça peut révéler de façon sous-jacente une néoplasie du pancréas, par exemple. Bien sûr. Et on est parfois appelé directement par les biologistes de ville ou le médecin traitant pour nous alerter là-dessus et prendre en charge assez rapidement ces personnes âgées. Donc il faut aussi penser à ce diagnostic. Vous avez un cancer du pancréas, vous avez un insulinome qui éclate en même temps, ça vous fait un diabète de type osmolaire, ou par contre il a bouffé, le cancer a mangé tous les îlots de Langerhans et vous commencez un diabète acidocélosique. Sachant la rapidité du cancer du pancréas, c'est évident que ça se déclenche un soir à 20h pour le diabète. Ça c'est clair, oui, bien sûr. Un commentaire sur ce que vous avez dit sur la notion d'obésité sans insulinorésistance. En fait, à Montpellier, on a un peu le même profil, c'est-à-dire qu'on a tous dans la tête, un gros, il est forcément insulinorésistant, et en fait, c'est pas vrai. Il y a des gros qui ne sont pas insulinorésistants. Alors peut-être qu'avec des patrimoines génétiques ou des particularités locales, c'est plus exacerbé ici. Je sais que le diabète mélanésien est un peu différent aussi, qui a des traits un peu comme ça. Et dans ces situations-là, j'aurais une question. Est-ce que vous avez regardé l'inflammation? Est-ce que vous avez des micro-inflammations différentes chez vos patients obèses insulinorésistants et chez vos patients obèses non insulinorésistants? Parce qu'il y a des boucles d'amplification entre micro-inflammation, insulinorésistance, etc. En termes de marqueurs, alors dans nos bilans, on utilise beaucoup la CRP ultrasensible, qui est le marqueur, voilà, mais on n'a aucune différence entre ces... Non. La CRP ultrasensible ne nous apporte pas de plus... voilà. Je pense qu'il y a quelques diabètes aussi qui sont des diabètes insulinodépendants sans anticorps, qui commencent, vous savez, il y a différents types de diabète extrêmement rares qui commencent à être découverts. Et le diabète du sujet jeune, il y a tous les maudits, bien sûr, qu'on commence à connaître parfaitement, mais il y a maintenant un diabète, par exemple, de type 1 sans auto-anticorps, ce qui n'avait pas été jusque-là très bien révélé, qu'il y ait des diabètes de type 2, des obèses qui n'ont pas d'insulinorésistance, il y en a de plus en plus. Ça, c'est très clair.